Bon, on va y aller, match, viens, on démarre. C'est parti. Donc là, vous avez testé l'image, vous avez testé le son. Vous avez le chat sur votre droite. Vous pouvez chatter directement à tout le monde ou choisir à qui vous vous adressez. Et puis on va commencer sur notre sujet. C'est parti? Tu nous mets la prochaine slide? Merci. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Quelle définition est-ce que vous donneriez du mot célibataire? Là, pour le coup, vous réfléchissez une seconde et je veux bien que vous repreniez la main sur vos micros. On est une vingtaine, on devrait pouvoir y arriver. Quelle définition vous donneriez au mot célibataire? Madeleine, tu veux bien répondre, par exemple? Pardon, oui, vous m'entendez? Un célibataire, c'est quoi pour toi? C'est une personne qui vit seule, qui n'est pas mariée et qui n'a pas de compagne ou de compagnon sur un plan amoureux. Ok. Olivier, c'est quoi pour toi un célibataire? C'est à moi que tu parles? C'est à toi que je parle. Ça me ressemble, non? Je sais pas. Ça ressemble à la définition qui vient d'être donnée. D'accord, ok. Est-ce que quelqu'un a une autre définition? Non? Ok. Non. Vous entendez quelque chose ou pas? Je vous propose de découvrir la définition officielle, en tout cas, qu'on va avoir, qui ressemble effectivement à celle que Madeleine a donnée tout à l'heure, qu'Olivier a confiée. Matt, tu nous montres la définition du coup? Alors, tadadam. Donc, la définition, c'est ce qu'on avait juste avant. C'est un adulte qui n'est pas marié et qui ne l'a jamais été. A priori, c'est la définition officielle. Donc, je vous demande d'imaginer 2 petites minutes là, dans votre tête. Je vous dis, ben voilà, tu as un ami qui organise une soirée et qui vous demande d'inviter 5 célibataires à cette fête. A priori, passez une bonne soirée. Faites-vous une idée, a priori, de qui y aura à cette soirée et je vous propose de vous présenter ces 5 personnes. Vous me direz si c'est célibataire. Je vous laisse découvrir Arthur. Est-ce qu'il est célibataire ou pas, Arthur? Non. Techniquement, non, il n'est pas célibataire, mais en fait, selon notre… Par définition, oui. Et voilà. Donc, on a une définition. Cette définition, elle nous dit qu'effectivement, Arthur n'est pas célibataire, mais semblerait… Vous êtes OK avec ça ou pas, globalement? Ta définition, elle est pourrie, quoi. Mais c'est… C'est une définition. Elle est officielle. Je vous propose de vous présenter le deuxième invité. Bruce. Alors, on est dans un contexte américain. Hein. Oui. Célibataire ou pas? Par définition, non. Mais sinon, plutôt oui. Oui, plutôt oui. Bah non. Donc, selon la perspective qu'on a, il va se passer des choses différentes. Notre troisième invité, c'est qui? Alors, ah tiens, c'est toi, mon fils. Ah non, c'est pas plus. Hein. Titouan, il a 17 ans, il vit chez ses parents, il va au lycée. Ouais, mais c'est un enfant, là. Tu es célibataire. Mariage, voilà, 17 ans, officiellement. Est-ce qu'il n'y a pas un âge minimum pour un célibataire? Pardon, Vivian? Est-ce qu'il n'y a pas un âge minimum pour la définition célibataire? Avec notre définition de démarrage, comme c'est selon la loi, tu ne peux pas te marier avant 18 ans. Ah oui. Donc, ce n'est pas un célibataire en soi. C'est même pas un célibataire, c'est un ado, enfant. Enfin. Voilà. Okay. Notre prochain, c'est qui? David. Ah, il n'est pas encore majeur. Ben non, mais peut-être qu'il a demandé son émancipation. Oui. Monter son business.
Vous avez vu tout ce qu'on n'a pas comme information, en fait. Définition qu'on se donne. Le prochain? Notre cinquième, non, c'est notre quatrième. Enfin, on est de là. Élie et Edgar. Bah non, c'est pas célibataire. Alors, je vous rappelle, en fait, là, ce que je suis en train de vous montrer, Ça dépend si elles ont le droit de se marier ou pas. c'est extrait d'une étude qui date des années 1976 et qui se passe aux États-Unis. Donc, avec une perspective, là, pour Élie et Edgar, où en fait, il n'y a pas d'histoire de mariage à l'époque, depuis 1976 et tout ce qui va avec. Donc, selon notre définition initiale, dans la perspective des années 70, effectivement, on a pour le coup des célibataires. OK? On passe notre dernier? Ah non, notre avant-dernier, encore plus que ça. On a invité plus de 5. On a Cézanne. Il a 3 femmes. Enfin, il peut en avoir jusqu'à 3, lui, selon son contexte, en 76 à Abu Dhabi. Donc, célibataire, pas célibataire. Lui, il n'est pas vraiment célibataire, techniquement. Et puis, selon la loi, de quel côté est-ce qu'il se place, etc. On regarde encore notre suivant. Notre terre, cathédrale catholique. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? On est en train de dire, tout ça, c'est une étude qui a été montrée dans les années 70 par Terry Winograd. Et en fait, l'enjeu, c'est l'impact des mots. Et si on fait un petit lien aujourd'hui, c'est que le mot célibataire, ce que nous, on va y mettre derrière, ce qu'on va se raconter, c'est une perspective, c'est un contexte. Alors qu'au final, eh ben, il y a notre culture qui va rentrer en ligne de compte, notre éducation, peut-être notre culture religieuse également. Et derrière ces mots, on est très nombreux en fait, et pourtant on ne va pas voir la même chose. C'est une question de perspective. Là, ça a vraiment été montré à travers cette étude sur l'impact du mot en fait, que je vais employer et quelle est la définition que je vais donner. Donc, on est vraiment sur... on peut presque faire le lien, où on peut se poser la question par rapport à l'intelligence artificielle et ces fameux biais. Est-ce qu'un algorithme aurait pu déterminer si ces personnes étaient célibataires ou non? Et là, on va se retrouver avec nos biais, nos préjugés, nos représentations, notre culture, notre religion. Et c'est là où ça devient intéressant de regarder là-dessus. OK? Des questions par rapport à ça? Des remarques? Donc, en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en fait, on a besoin de nos biais. Nos biais, ils sont importants. C'est ce qui nous structure. Ils peuvent être bons, mais ils peuvent ne pas être bons. Et en fait, l'idée, c'est qu'on peut en réduire les effets si on a conscience de l'incompréhension que ça peut donner. En fait, c'est une question de perspective. Ces biais-là, dont j'ai besoin pour construire, pour être en vigilance sur des choses, peuvent induire de l'incompréhension. Mais par rapport à ça, si j'en ai conscience, à ce moment-là, je peux réduire l'impact négatif que le biais peut avoir. Parce que le biais peut aussi avoir des impacts positifs. Donc, le biais, ce n'est pas un truc qu'il faut jeter à la poubelle absolument. On vit avec, on les a. Et comment est-ce que ça me construit ou pas? Donc là, on est sur une première donnée qui est importante. Clair pour vous? Un biais, en fait, la façon dont on va le définir, donc je vous laisse regarder cette vidéo. Prédisposition, préconception, partialité. En fait, c'est notre esprit qui va aller s'incliner vers un endroit ou un autre par rapport à une opinion qui est préconçue sur quelque chose ou quelqu'un. Surtout, il peut être positif ou négatif. Parce qu'on a un peu tendance à dire un préjugé, c'est négatif. Parce qu'on peut avoir des biais pour ou des biais contre. L'effet de halo, par exemple, quand je vais recruter quelqu'un, la personne rentre dans la pièce, je me dis, oh, elle a l'air vachement bien. Eh bien, je vais malgré moi lui poser les questions qui vont la mettre en réussite pour l'entretien. Ça veut dire qu'un biais, c'est un biais et préjugé, c'est la même chose? Ouais, tu vas rentrer dans la même dynamique. En fait, c'est quelque chose qui biaise, c'est qui présuppose. Ok.
Mon cerveau va me donner un cadre avec lequel je vais commencer à penser. D'accord. Donc, du coup, ça va biaiser mon jugement. Okay. D'autres retours? On continue? Allez, nouvelle petite expérience. Je vous demande, je vais vous lire en fait un petit conte. Écoutez bien, j'adore raconter des histoires. Il était entré affamé et frigorifié, à plus de 50 années-lumière de chez lui. Il se trouvait sur une planète perdue qu'il ne connaissait pas. La guerre, c'était un enfer. Pour des pilotes à bord de leur vaisseau rutilant et suréquipé, c'était toujours une affaire simple. Pour le soldat d'infanterie au sol, c'était toujours le même défi de se battre et de mourir face à l'ennemi. Les aliens étaient là aussi, seule autre race intelligente de l'univers. Monstrueusement cruelle. La première rencontre s'était produite au centre de l'univers et la guerre avait été immédiate. Ils avaient tiré les premiers, ils n'avaient pas cherché à discuter ou négocier, juste se battre, planète après planète. Il avait froid et faim et il grelottait face au vent violent, mais ils étaient là, prêts à s'élancer. Il était vital de tenir à tout prix. Il restait concentré, son arme prête, et c'est alors qu'il en vit un qui s'approchait de lui en rampant. Je vous demande de prendre 2 minutes, peut-être même un peu moins, 1 minute, et d'imaginer la fin. Qu'est-ce qui se passe après? Soyez créatifs. Ou pas. Ok, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de partager ce qu'ils ont inventé? Wendy, je te vois sourire. Oui, je sais pas. Alors moi j'ai pensé que d'abord, avant tout, enfin, celui-là d'extraterrestre, d'alien, il était peut-être pas si mauvais que ça. Donc voilà. Et puis ensuite, je me suis dit, bah tiens, pour une fin, vu que notre soldat là, il est très fatigué et tout ça, bah en fait, il va faire le mort et de ce fait-là, l'alien va passer son chemin. Ok, donc la suite, c'est et l'alien passe à son chemin. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut nous raconter une autre version? Les 3 phrases qui vont suivre dans l'histoire? Bon, je veux bien passer en dernier. Ouais, ok. Virginie, est-ce que tu veux nous raconter ta fin? Par contre, je pense qu'il faut que Matt il vous unmute ou alors que tu remettes. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais, parfait. Ouais. Alors, écoute, moi, la dernière fois, ça devait être quelque chose comme il en vit un, tout d'un coup, il en vient. Et en fait, moi, c'est pas un alien qu'il a vu. C'est un autre soldat affamé, seul, etc. et qui rampait vers lui. Il a cru que c'était un ennemi et en fait, il se trouve que c'est a priori, d'après ce que tu dis, ouais. Un homme comme lui. Ouais, voilà. On part du principe que c'est un homme. Ok. Est-ce que je ne sais pas qui a envie de nous raconter sa suite? Violaine? Au hasard? Est-ce que tu as envie de nous raconter ce que toi, tu as imaginé? Il faut que tu unmutes ton micro. Tu y arrives ou pas? Non? Bon, alors… C'est bon, là? Moi, je veux bien essayer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Ah. Alors, moi, j'ai imaginé une happy end. Donc, même si c'est un alien, ils décident que finalement, ils vont s'entraider. Ouais. Et ils inventent la paix, ils vivent en harmonie tous ensemble. Ok. Donc, je pense que les choses se passent bien. Ok. Merci Violaine. On a Janice qui nous l'a envoyé par chat parce qu'effectivement, les connexions ne sont pas très bonnes. N'hésitez pas à les envoyer par chat. Oui, j'avais mis par chat un peu en résumé, mais bon, c'est un petit peu ce que vient de dire Violaine, si je ne m'abuse.
Moi, j'avais imaginé qu'ils allaient commencer par un corps à corps et puis après, ils vont s'apercevoir, se dire ah ben non, qu'est-ce qu'on fait là, c'est idiot et effectivement renoncer à se tuer, à s'entretuer et puis peut-être inventer une nouvelle vie, et mettre fin à la guerre qui dure depuis si longtemps. Ok, très bien. Quelqu'un a envie encore nous raconter son histoire? Moi, Du coup, tu proposais autre chose, c'est ça? oui, je peux poser autre chose. Alors, c'est une autre toute fin plus triste, mais bon. Vas-y, raconte-nous, Viviane. Non, j'imaginais vraiment que là, ils se voient vraiment face à face, qu'ils se découvrent vraiment et qu'ils prennent le temps de se découvrir malgré tout et que le temps de se connaître, de s'aviser, il suffisait d'un geste. Malheureusement, il y avait un geste qui était mal compris et le militaire, il tire croyant que c'était de l'hostilité. Ok, une mauvaise rencontre. Ah, on a Arthur et Elisa qui nous ont envoyé un petit chat et qui effectivement ouvre une perspective réelle de l'histoire, puisqu'en fait ce conte existe vraiment. Alors attends, avant j'ai quelqu'un qui sait vraiment. Attendez, hop, Fix. Celle de Fix, avant de vous donner Elisa et alors Fix. Cette terre alien le dégoûtait, ses 2 orifices oculaires, 4 membres synchronisés pour surprendre, cette antenne à mouvement de part et d'autre de leur face immonde, une laideur saisissante et repoussante. Et voici qui me demande à boire. Je l'attrape par la tentacule, pas de quartier, c'était un piège. Je suis sûre que je l'ai déjà fait quelque part ce test. Ben oui. Et donc, du coup, Elisa et Arthur nous ont proposé une fin que je veux bien que tu nous montres finalement, Matt. En fait, on a présupposé des trucs là. Parce que finalement, alors attendez. Là, ils nous disent effectivement, en fait, la fin de l'histoire, c'est le Lisa et Tira et l'extraterrestre, tout ça, ce cri étrange et glaçant qui les mettait toujours. Puis ce fut le silence absolu. Il était mort. La vue du cadavre lui donnait un frisson de dégoût. C'était vraiment des créatures abominables, avec leurs 2 bras, 2 jambes, 2 yeux. Cet effroyable clos blanchâtre sans écailles. Ah oui. Vous avez présupposé que notre héros de l'histoire qu'on entend au début, en fait, que notre extraterrestre n'est pas un homme. Et si vous regardez, en fait, si vous vous remémorez l'histoire, je veux bien, Matt, que tu nous la remontres. Si tu veux bien repasser sur la slide d'avant. Il était trempé, affamé, frigorifié. Relisez-la et vous verrez que vous avez présupposé, vous avez biaisé, en fait. Parce que notre culture, parce que notre façon aussi de faire, et c'est là où aussi nos biais peuvent être des choses positives, parce qu'en fait, c'est aussi pour se défendre à un moment donné. Qui s'est fait vraiment avoir. Tous. C'est facile pour nous. En fait, on va à l'essentiel et à l'évidence. OK? Une remarque par rapport à ça? On passe à la slide d'après. Est-ce que le secret qui est dedans? Attends. Je suis désolée, mais je n'ai pas compris. Eh bien, en fait, ce qu'il raconte... J'ai pas compris, c'est pas des hommes, enfin, c'est pas un homme qui est au départ. C'est ça le truc? Exactement. Et pourtant, aucun mot au départ, en fait, vous indique... en fait, on commence, on dit il était trempé, affamé, frigorifié, à plus de 50 années-lumière de chez lui. Il se trouvait sur une planète perdue qu'il ne connaissait pas. La guerre, c'est toujours un enfer. Mais en fait, si vous voulez, on est dans un rapport inversé. C'est une perspective inversée qui se propose. Vous l'avez ou pas, là, du coup? Oui, très bien. Oui, tout à fait. Mais alors, pour ceux qui ne l'ont pas, n'hésitez pas. Hein, si ce n'est pas clair pour vous, expliquez. C'est juste, effectivement, les mots que nous, on a mis, la perspective. On a inventé l'histoire pour qu'elle soit de notre point de vue, en fait. C'est qu'une question de perspective. Ouais, mais enfin, là, quand même, ça ne peut être que des hommes. Enfin, pour l'instant,
Pourquoi ça ne peut être que des hommes? Regardez, Matt, remets-moi le texte d'origine, s'il te plaît. Parce que les mots qui sont utilisés sont exactement, c'est vraiment anthropomorphique, c'est vraiment ceux des hommes. Regarde, Matt, tu peux nous remettre la slide de la sentinelle? Il était fois fatigué. Il était trempé, affamé, frigorifié, à petit. Bah oui, ça c'est jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas savoir comment les extraterrestres réagissent. Donc là, c'est exactement ce qu'on nous raconte dans les histoires de science-fiction, quoi. C'est toujours du point de vue de l'homme. Je ne vois pas comment on peut le faire autrement. Oui, de notre biais, effectivement, mais je ne vois pas comment on peut le faire autrement, dans l'occurrence. En se mettant dans les… C'est comme quand vous lisez une histoire d'un roman qui est raconté par une femme, un homme peut le lire et il va pouvoir à un moment donné comprendre l'histoire en se disant qu'il est raconté par une femme. Là, vous lisez un texte, un conte, vous pouvez très bien le raconter par un extraterrestre. Oui. Le présupposé, parce qu'en fait, si vous regardez bien les mots, aucun mot en fait ne désigne l'homme. Un soldat, donc un soldat c'est quelqu'un qui se bat a priori. On parle d'alien, l'alien au sens de l'étranger. C'est les mêmes histoires quand on raconte du point de vue d'un animal qu'on raconte, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme en fait. C'est-à-dire quand on raconte le point de vue d'un animal avec les mots des hommes, quoi, et la façon de penser des hommes. Et là, je vais aller sur un biais qui est de dire qu'une vie extérieure à la mienne ne peut pas avoir ces sentiments-là. Aujourd'hui, preuve du contraire, on n'a ni preuve ni pour ni contre. C'est juste comment est-ce que je peux ou pas me mettre dans une autre perspective, en fait. Comme ça a été le cas en début du siècle, il n'y a pas si longtemps que ça, sur les races. Rappelons-nous qu'aux États-Unis et puis même en Afrique du Sud, sur les populations noires, clairement, on imaginait que non, c'est pas les mêmes sentiments que la race blanche. La perspective de l'époque. C'est là où les choses évoluent en fait. Et donc, si je commence à comprendre quels sont mes biais, je peux commencer à penser autrement en fait. Okay. On avance, on continue, mais on pourra revenir après en aparté si vous voulez. La suite, je veux bien. Je vous propose une autre. Tiens, allons-y. Un autre style. Donc là, on a un père et son fils qui ont un grave accident de voiture. Et là, le père meurt sur le coup. Le fils est amené à l'hôpital en urgence. Et le médecin se penche sur le garçon et il dit mais je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils. Votre avis, comment c'est possible? Je vous la rends. Oui, c'est possible. T'as pas affiché, c'est pas affiché là, normalement? Pour Vivian, c'est plus facile. Je veux bien, Matt, tu nous affiches la slide d'après? Il a dû y avoir un petit bug, ça arrive. Donc, je vous la redonne. Un père qui a un grave accident de voiture. Le père meurt sur le coup. Le fils est amené à l'hôpital aux urgences. Le médecin se penche sur le garçon et dit « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils. » Ça me dit quelque chose, cette histoire. Ouais, moi aussi. Et là, c'est là où c'est hyper intéressant. Ça vous dit quelque chose? Moi, je ne dis pas la réponse. Pardon? Je ne dis pas la réponse, alors. Ok, si tu la connais, effectivement, laisse juste réfléchir. Alors, il y a les tenaces qui veulent absolument y arriver. Est-ce que ceux qui ne la connaissaient pas arrivent à… Voilà, j'en ai qui me disent je me souviens. Voilà. À votre avis, comment c'est possible? Bon, alors on va donner… le chirurgien et le géniteur, mais… Violaine écrit tout dépend de la définition de fils. Il y a bien le lien de parenté. L'un des deux est père adoptif. Non. Il y a deux petits garçons dans la voiture. Il y a deux petits garçons dans la voiture. Non, il n'y en a qu'un. Moi, je dirais que le père, c'est un curé. Ouais, moi aussi, j'aurais dit ça. Oui. Mais ça aurait pu, mais c'est pas ça. Et le médecin, c'est une docteure, non? Bravo, Vivian. Oh, bah oui, évidemment. Le médecin est une femme. Ah bah oui. Le médecin est une femme et c'est sa mère.
Vous avez vu? Trop fort. En fait, je me souvenais pas, mais oui. Et oui, mais et alors, c'est affreux parce que Mathieu, avec qui je travaille, qui fera un petit coucou tout à l'heure, il me l'a raconté en début de semaine. Et pourtant, je crois être particulièrement vigilante sur le sujet de l'égalité homme-femme. Et je me suis fait avoir, comme tout le monde. Eh bien, ça ne fait pas plaisir. Et c'est ça, on a des biais. On a des présupposés, on a toujours, et j'ai travaillé pendant des années dans le milieu du handicap, et bien oui, on a des biais. Et du coup, c'est comment j'évolue là-dessus, Je le sais. C'est là où la langue est très importante aussi. Pardon ? C'est là où la langue et l'utilisation des mots est important. Complètement. Et de l'importance aussi, pourquoi féminiser les mots, pour donner la possibilité d'entendre une autre histoire et de la rendre possible et de la rendre. Je suppose qu'en anglais, ça se dit autrement, non? Quoique au docteur, c'est… Non. Oui, tu peux dire la même chose. Et Non, en espagnol? Alors là, j'ai pas la compétence. Non, ça ne changera rien. Y a-t-il des langues, et ça, j'ai pas la réponse, mais y a-t-il des langues où finalement. En espagnol, oui, la doctora. Donc c'est la même chose, ça ne fonctionnerait pas, c'est ça? Hey everyone, it's Matthew. Bonjour, vas-y, c'est Mathieu. Mathieu. I can tell you in English, Je peux vous dire qu'en anglais, people fall for this more than they do in France. tout le monde se fait avoir aussi et beaucoup plus qu'en France. In Spanish, they fall for this just as much as the French. Et c'est tout pareil pour en espagnol. In China, they En fall for Chine. this just as often. Tout pareil en Chine. So we seem to be cross-culturally opposed to thinking that doctors can be women. Donc ça a l'air de quelque chose qui est multiculturel et qui passe toutes les cultures, de faire des discriminations envers les femmes en tant que docteur. We now return to your scheduled program. Voilà. Retour à toi, Marion, pour le programme. Merci, Nat, pour la précision. Du coup, on passe sur notre slide juste d'après. Alors, en fait, ce que ça veut dire qu'il faut poser des questions. En fait, l'image plus globale. Il ne faut pas présupposer. L'idée, c'est vraiment de poser des questions de clarification et de confirmation. Je vous ramène à une autre façon, c'est toujours dans le recrutement. Si vous n'avez pas le CV de la personne sous les yeux, vous avez beaucoup moins de risques de biais parce que vous n'allez pas présupposer les choses. Et du coup, vous allez être dans un mode de clarification, de confirmation sur des compétences que vous voulez trouver chez la personne. Donc, c'est vraiment pour avoir une image la moins possible, c'est d'aller sur le questionnement. Et donc, c'est ça, en fait, s'entraîner au questionnement de clarification et de confirmation. Soyez curieux et posez les questions. C'est le plus important. Pourquoi c'est écrit en anglais, là? Eh ben parce qu'il y a dû y avoir un petit bug. On a 2 versions. Et je pense que celles ne sont peut-être pas reparties de la version française. Mais vous inquiétez pas, on vous fera passer tous les supports. Donc là, si je vous la donne en français, c'était de poser des questions pour avoir les détails de l'image. Donc, ne présupposez pas, don't just assume the words. En fait, ne présupposez pas que les mots suffisent, confirmez et clarifiez. Donc, posez vraiment des questions. Mais on n'avait pas eu les questions au préalable, alors c'est pour ça que je ne comprenais pas. Ah non, c'est à vous de poser les questions. En fait, l'histoire, c'est d'être curieux. C'est-à-dire qu'il y en a d'ailleurs qui ont commencé à dire, mais est-ce que c'est le père, est-ce que c'est un père, est-ce que… Et donc, du coup, rien ne vous empêche de me poser des questions pour en savoir un peu plus. Et c'est ce qui peut, à un moment donné, peut-être la route de la bonne réponse. En fait. Ah, ok. En général, dans la vie, en fait. C'est ça qu'on est en train d'évoquer, de façon générale, dans une situation. Mm-hmm. J'ai un exemple tout Je bête. viens d'envoyer la traduction pour tout le monde sur le chat. Il y aura… Ah, super. Ah ouais, mais… X termine la traduction. La traduction n'était pas un problème, c'était juste le pourquoi ça arrivait comme ça. Pourquoi ça arrivait. D'ailleurs, très bien.
pas de biais, moi ça me va bien. Comme ça, on ne présuppose pas autre chose. J'ai une petite, pour illustrer ça, pourquoi est-ce que vous suivez ça? Pourquoi vous suivez cet atelier? Tu peux répondre à Madeleine si tu veux, par exemple. Et n'hésitez pas, on va vous unmute. Jean-Christophe, pourquoi tu suis cet atelier? Moi, parce que j'ai vécu une expérience de biais de préjugés et que du coup, dans le cadre d'un entretien de recrutement, j'ai passé pratiquement de préqualification même, donc un entretien téléphonique, j'ai passé une demi-heure à déconstruire les préjugés de la personne qui était en face de moi au téléphone. Et à la fin, elle m'a dit, elle a reconnu effectivement, elle a même émis le mot en disant qu'elle était désolée parce qu'effectivement, elle était bourrée de préjugés. Alors, c'est pas moi qui utilisais le mot, mais j'ai trouvé ça sympathique que finalement… Et alors, du coup, ok, très bien, mais alors du coup, pourquoi alors? Et donc, qu'est-ce qui… Parce que c'est pas suffisant, tu as vécu une expérience et tu viens jusqu'à nous. Pourquoi? Non, du coup, c'était simplement pour avoir quelques éléments, peut-être d'outils pour arriver à déconstruire effectivement ces préjugés et de savoir effectivement s'il y avait des outils qui pouvaient m'y aider ou pas, ou si effectivement il fallait faire avec. Et puis, c'est comme ça. D'accord. Via le chat, on a Vivian qui nous dit qu'il le suit par curiosité. On a Estelle qui dit « Je suis curieuse de savoir comment combattre les biais une fois qu'on en a conscience ». Il y a Jean-Christophe qui dit comment s'en rendre compte. Donc, en fait, finalement, si on regarde bien, pour être plus exemplaire et déconstruire des filtres, pour en apprendre plus, peut-être des préjugés sur les préjugés, c'est pas mal, Violaine, le recul sur le recul. Et Lisa et Arthur pour être plus exemplaires. En fait, si on regarde, finalement… Allô? Oui, oh, coucou. Oui. Moi, c'est aussi pour la prise de décision. J'avais assisté il y a quelques années de ça à une intervention justement sur les biais cognitifs où on nous disait qu'en fait, au final, quand on prenait une décision, on n'avait jamais de décision objective. Et je trouve que c'était intéressant. Je voulais voir ça aussi. Enfin, voilà, ça m'intéressait aussi par rapport à ça. Une question où on se dit, voilà, on va prendre… en fait, au final, c'est ça. Enfin, Ok. En fait, si vous regardez bien, vous avez tous des raisons différentes parce que le pourquoi du pourquoi, c'est je l'ai vécu ou finalement, je me suis rendu compte que je l'ai activé moi aussi. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, moi, j'aurais pu présupposer plein de choses en fait sur votre présence. Et c'est en allant demander pourquoi, on finit par avoir l'essence de pourquoi est-ce que je suis là en fait. Et après, je l'ai vécu, je voudrais me défendre, mais finalement, je ne veux pas le reproduire et puis peut-être que je pourrais mieux le combattre. Donc voilà, l'enjeu, il est aussi là. J'ai encore autre chose, une toute petite expérience à vous proposer. On regarde le chauffeur de bus. Matt, alors, je vais vous lire. Vivian, si ce n'est pas audible correctement, tu me demandes. Imaginez que vous êtes chauffeur de bus. Le bus suit son parcours habituel. À l'arrêt du square principal, 5 passagers montent dans le bus et 2 en descendent. Arrivé à l'hôpital, 4 de plus montent à bord. Personne au croisement suivant, un accident, manque de space. Personne n'est blessé. À la place du marché, 2 voyageurs montent et 6 descendent. Quel est l'âge du chauffeur? Attends, je n'ai pas compris la question. Excuse-moi. C'est hyper important avec toutes les données que j'ai données avant. Quel est l'âge du chauffeur? Ah. Qu'est-ce que ça dit, ça? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette donnée-là? Peut-être qu'on ne regarde pas toujours au bon endroit. Ouais, exact. Autre chose dans ce sens-là, j'en sais rien, mon âge, oui, pour toutes ces raisons en effet. Des fois, on se concentre sur des éléments, sur des détails, alors qu'il faudrait en voir d'autres.
Ouais, hyper intéressant. Oui, c'est ce qui manque un point de vue. C'est vrai que ça peut être un gamin qui joue avec un chauffeur avec son bus et qui joue sur un plateau de jeu avec les gars de l'hôpital, tout ça, ça peut être des jeux. Je t'ai pas compris, En Vivian. fait, ça peut être un changement de perspective. Ça peut être très bien un enfant qui joue avec son bus, qui joue le chauffeur, et qui joue sur un plateau de jeu et qui fait descendre des Playmobil, quoi. Alors là, on a effectivement quelle est l'histoire qu'on se raconte et quelle est celle qu'on s'invente. Voilà. Il y a aussi, alors, Elisa et Arthur qui nous disent, c'est dit qu'on préjuge de plein de questions que tu allais nous poser pour se concentrer sur des infos utiles qui finalement ne servaient à rien. Exactement. Et effectivement, on suit quelque chose. Donc, comme les étapes d'avant, je vous ai mis des énigmes, vous avez cherché à répondre à l'énigme, à la résoudre. Là, on se dit, OK, donc là, j'ai commencé à être entraînée sur quelque chose. Je change la perspective, on va sur autre chose. Mais du coup, vous êtes lancé dans vos présuppositions, en fait. Parce que, quelque part, je vous ai conditionné et vous avez décidé de le faire par vous-même, en fait. Enfin, c'est vous qui avez perdu cette main-là. Ce qu'il faut juste comprendre, en fait, je pense qu'on doit avoir des petits soucis de slide. Le secret numéro 3, c'est faire la part entre le bruit et les signaux importants. Donc, faire la part entre le bruit et les signaux importants. Ouais, c'est vrai qu'on évite de parasiter. Hein, donc, Et les bruits viennent d'où? Les bruits peuvent venir d'où? de nos croyances, je dirais. Par exemple, de nos biais. Mais du coup, en fait, ces bruits tels qu'on va les... C'est pour ça que c'est entre guillemets le bruit. Il y a l'histoire qu'on s'invente dans sa tête, donc nos biais, et puis il peut y avoir aussi des bruits extérieurs. Un peu, ça va rejoindre ce qu'on entend aussi sur la méditation, pas mal, à un moment donné, c'est de laisser passer les idées parasites. Ça empêche d'être focus sur ce que j'ai besoin de résoudre ou sur ce sur quoi j'ai besoin de travailler. OK? Des remarques par rapport à ça? Un fil d'actualité Facebook, c'est beaucoup de bruit. Oui. Marion, may I make a comment? Vas-y, Matt. Go ahead. In the US, with American orchestras, Aux États-Unis, les orchestres, there was a long history of hiring only white men. dans leur histoire, au niveau du recrutement, ils avaient tendance à avoir des hommes et des hommes blancs. There was a belief that only white men play instruments. Il y avait cette croyance que uniquement les hommes blancs pouvaient jouer des instruments de musique And interpret Beethoven properly. et interpréter correctement Beethoven. However, as we became more aware of bias, Mais toutefois, quand on s'est de plus en plus rendu compte de tous ces biais et ces préjugés, they would redact or remove any gender, race, or other indicators of the person from their resume. donc ce qu'ils ont commencé à faire, c'est supprimer toutes les indications sur les CV de tout ce qui pouvait donner un indice du genre ou de l'origine. And when they would audition, Et lors des auditions, they would sit behind a screen. donc ceux qui auditionnaient étaient assis derrière un écran. Shockingly, I say sarcastically, Donc de façon sarcastique, je vais dire, c'est assez choquant. orchestras became highly diverse. Donc ce qui est assez choquant, donc encore une fois de manière sarcastique, c'est que tout d'un coup les orchestres sont devenus très diversifiés. And so as we focused more on what counted, in other words, performance capability, En fait, au final, quand on a commencé à s'intéresser à ce qui compte vraiment, la performance du joueur de musique, du musicien, the noise and assumptions and biases went away. tous ces bruits, tous ces signaux et tous ces biais ont disparu. Thank you, Marion. Merci Marion. Merci, Matt. Je n'ai pas présenté Matt correctement au démarrage de notre atelier. Mathieu travaille, est président du Chegui Group. Et avec lui, on monte ses webinaires et notamment certaines formations. Donc, je justifie. Et la voix que vous entendez à côté, c'est Esther, qui s'occupe aussi de la traduction et qui travaille aussi avec nous. Alors, Lia, tu veux bien me rejoindre? Alors, donc, je vais prendre un volontaire.
l'occurrence, c'est Lia. Et je vais demander en fait de réciter les. Alors, Lia, est-ce que je ne sais pas si vous la voyez, je ne crois pas. Max, Bonjour Léa. tu nous donnes une petite vidéo qu'on montre. Voilà, Lia. Donc, Lia se propose. Alors, elle a fait le voyage pour être avec nous depuis les États-Unis. Très traitée. Et en fait, on voudrait. Est-ce que tu pourrais nous réciter les jours de la semaine en français dans l'ordre? On a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, et le plus vite possible. Ok, d'accord. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Ok. Vous pouvez essayer, vous, de le faire de votre côté. Lia, tu nous refais le plus vite possible. Le plus vite possible maintenant. Vas-y. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok, à vous. Est-ce que vous pouvez le faire aussi vite que Lia? Lundi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok. Bon, a priori, on se dit facile. Pourquoi est-ce qu'on me demande de faire ça? Je vais vous demander maintenant de passer à l'étape d'après. Et Lia, je vais te demander de nous le faire dans l'ordre alphabétique. C'est parti. Dans l'ordre alphabétique, Lia, s'il te plaît. Dimanche, jeudi, lundi, mardi, mercredi, samedi, vendredi. Voilà. À vous. Alors, qui peut y arriver là? Qui s'essaye? Dimanche, jeudi, lundi, Mardi, mercredi, samedi. Ah, J'ai oublié vendredi. Et samedi, vendredi. Ouais. Samedi, vendredi. dimanche, jeudi, lundi, mardi, mercredi, samedi, vendredi. T'as écrit? Oui, j'ai Ok. des petites initiales sur On y le arrive. carnet. Ok, c'est bon, on y est arrivé à peu près en se reprenant. Je vous propose encore une étape d'après. C'est du plus petit au plus grand. Et quand vous avez des mots qui sont avec le même nombre de lettres, de les classer par ordre alphabétique. Lia, t'es prête? Vas-y. Et elle n'est pas en train de le lire. Hein. Lundi, mardi, samedi, dimanche, mercredi, vendredi. À vous? Vous essayez? Lundi. Mardi, lundi. Jeudi. Samedi. Mercredi, vendredi, dimanche. C'est plus compliqué. On a perdu une partie. Jeudi, lundi. Jeudi, lundi, mardi, mercredi, dimanche, samedi, vendredi. Non, mercredi, il est à la fin, non? J'ai fait à la fin. Ok. Merci beaucoup, Lia, mais reste là. À votre avis, pourquoi je vous fais faire cet exercice? Quel rapport avec les biais? Je n'ai pas entendu ta question, Marion. Quel est pour vous, pourquoi on fait cet exercice? Quel lien avec la notion de biais? C'est un changement de perspective? Ouais. De l'effort. C'est un mode d'apprentissage aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? C'est dur, ça bouscule, c'est force. On voit ça comme une difficulté insurmontable. Est-ce que c'est dur pour tout le monde? Parce que Lia, elle s'en sort super bien en fait. Elle était entraînée avant. Peut-être. Mais elle a peut-être oublié. Did you train a lot of sitting it? Oui. Apparemment, oui. Il a fallu pas mal qu'elle s'entraîne. Il n'empêche que maintenant, c'est. Donc, Marion fait quoi? Pardon? On n'a pas entendu ce que tu as dit. Je dis, il a fallu qu'elle s'entraîne. Et donc, aujourd'hui, c'est facile pour elle. Et il y a des choses que nous faisons qu'on considère être facile. Parce qu'on a aussi parfois oublié qu'on sait conduire une voiture. Et du coup, notre biais va faire en sorte que les autres peuvent bien y arriver puisque c'est facile. Et par rapport à ça, c'est de ne pas oublier que ce qui est facile pour nous peut être plus compliqué pour les autres. Et
Moi, j'ai appris aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, un jour, on m'a dit arrête de dire que c'est facile parce qu'en fait, tu es en train de nous dire qu'on est nul. Et là, je me dis, c'est vrai, très, très juste. Et donc, voilà ce que nos biais peuvent produire. Parce que mon biais à moi, c'était de dire c'est facile, donc vous pouvez y arriver. Et la personne entendait c'est facile, c'est nul si tu n'y arrives pas. Et vous voyez la différence de perspective, comme elle est forte. Donc, une fois de plus, quand on parlait des mots tout à l'heure, ils ont vraiment leur sens. C'est hyper intéressant. Ah bah tant mieux. Non, mais vraiment, enfin, on se rend... ouais. Oui. Non, c'est quelque chose dont on n'a absolument pas conscience. Effectivement. C'est vrai que moi, j'en avais un peu conscience en tant qu'éducateur, ancien éducateur. J'avais quand même cette intuition. Mais c'est bien de se rappeler. De toute façon, c'est toujours bien de se rappeler de ce genre de choses qu'on était avant dans les apprentissages. Voilà, c'est vrai que c'est toujours bien des piqûres de rappel comme ça. Je vous propose une autre petite expérience. Matt, je veux bien que tu me redonnes la main si on peut me voir. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui la connaissent déjà. Alors, et si on ne peut pas me voir, c'est pareil, je me lance dans le challenge. Merci beaucoup, Lia. Merci. Alors, je vous demande d'imaginer qu'au-dessus de votre tête, alors fermez la porte de votre bureau. Si c'est des portes vitrées, vous avez juste passé un grand moment de solitude. En fait, de bien être isolé. Je vais vous faire un exercice, il va falloir que vous bougiez. Donc, vous levez la tête et vous imaginez que vous avez une horloge qui est accrochée au plafond. Ah, je la connais. Ouais. Et je vous demande, si vous êtes droitier, vous prenez votre index gaucher, votre index gauche. Et vous levez la tête au plafond et vous allez pointer avec votre doigt midi au-dessus de votre tête. Allez, on y va, je veux vous voir. Hop, je vérifie si j'ai les autres. Tac, tac, tac. Donc midi. Et puis ensuite, au-dessus de votre tête, vous allez faire le tour de ce cadran. Midi, 3h, 6h, 9h, midi. Donc au-dessus de votre tête. Voilà, dans ce sens-là. Et puis tout doucement, votre index continue à pointer le plafond, mais vous allez descendre et vous allez arriver, toujours en tournant un peu large, parce que c'est plus facile, voilà, au niveau de votre poitrine. Donc vous descendez votre bras avec votre index qui tourne toujours. Voilà. Et quand il arrive au niveau de votre poitrine, votre doigt, est-ce qu'il tourne? Alors, est-ce que j'ai des grandes révélations ou pas? Donc voilà, après, vous regardez votre doigt, Violaine. Donc tu regardes ton doigt, donc c'est ce qui tourne. Voilà, tu as tourné, hop, et ton doigt tourne. Annie? Il tourne dans l'autre sens? Il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord. Et alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je vous ai hypnotisé. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas ça que je veux. On a changé de perspective. On a changé. On regarde pas la même chose. Oui. Vous avez changé de perspective. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a parmi vous qui ont changé de perspective et qui en sont conscients. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, je vois mon doigt tourner dans l'autre sens, mais je sais qu'en fait, il ne tourne pas dans l'autre sens, c'est moi qui ai changé de perspective. Vous avez des gens qui disent, j'ai changé de perspective, mon doigt tourne dans l'autre sens, je n'ai pas réalisé que j'avais changé de perspective. Donc, vraiment, des choses hyper intéressantes par rapport à ça. C'est comme si moi, je dessine un 6. Vous allez peut-être voir un 9. Qui est derrière. Vous pouvez voir un 9, par exemple. Donc, c'est vraiment l'histoire de la perspective. Matt, je veux bien que tu mettes le secret suivant qui illustre ça, mon secret numéro 4. Et qui dit, en fait, vos biais découlent de votre contexte. Chacun a son propre contexte. Mettez les choses en perspective. Quand vous êtes amené à expliquer des choses, à lancer un projet aussi, par exemple, comment est-ce que je mets tout ça en perspective? Vous avez des illustrations, des exemples de choses qui se sont un peu passées comme ça? Il y a une différence de point de vue, Alors, juste pour revenir à Claire qui écrivait « Non, je n'ai pas changé de sens ». Ben non, vous n'avez pas changé de sens. On est d'accord. Moi, je suis désolée, je n'ai pas très bien compris. Notre doigt, il devait être comment au final? Votre doigt, il continue à tourner devant vous, en fait. Sauf que quand vous regardez votre doigt au-dessus de votre
quand tu le regardes, quand ton doigt tourne au niveau de ta poitrine et que tu le regardes là, en fait, mentalement, tu as superposé ton horloge et que tu l'as changé de sens. Et donc, du coup, tu as l'impression que ton doigt a changé de sens. En fait, tu vas faire le même mouvement. Mais c'est ton regard qui a changé. Ok. C'est plus clair ou pas? Pas trop, mais c'est pas grave. Parce que moi, mon doigt, il tournait, je sais pas, comme ça, là, et puis il est resté comme ça. Alors, attends, je te vois pas. Donc, hop, tu me remontes. Ton doigt, il tourne. En fait, je sais pas, tu nous as dit de lever la tête, de monter le doigt, de faire l'horloge. Donc, moi, l'horloge, elle a fait comme ça. Et puis après, il est redescendu comme ça. En fait, je ne vois pas ton image. Donc, je te Oui, mais au propose. début, tu regardes le plafond et après, tu regardes ton ventre. Et ben oui, ça ne tourne pas dans le même sens. Il est resté exactement comme tu viens de le faire, Marion. Il est resté. Et ben voilà, en fait, si je regarde par en dessous, je vois mon horloge et en fait, pour certaines personnes, au niveau de leur cerveau, hop, ton image, tu la remets comme ça y est, j'ai compris. D'accord, ok. Voilà, tu as l'impression que ça ne tourne pas dans le bon sens. Mais en réalité, vous avez vu selon. Alors, quand vous faites ça avec des ingénieurs, à la fin, ils viennent vous expliquer en disant non, mais en fait, c'est normal qu'ils ne tournent pas dans le même sens. Oui, on est d'accord. Changer de sens. Oui, on est d'accord. Si je rentre par le biais technique, par le biais de perception, par le biais d'où est-ce que je regarde les choses, de l'extérieur, de moi, etc., par en haut, par en bas. La notion. C'est comme l'image que vous avez devant. Est-ce que vous arrivez à voir les deux visages? Ouais. En tout cas, les deux perspectives. Hein. Oui. En plus, à beaucoup, on regarde vraiment la même personne. Donc voilà, c'est une histoire de contexte. On fait encore le lien avec notre question d'avant sur la clarification, confirmation. Dans quel contexte est-ce que je suis? Par où je regarde? Par où je suis? Et la perspective de l'histoire aussi, parfois. Hein. C'est-à-dire avant. Alors, et là, notre chat, il fait quoi? Il baille. Il baille. Il montre ses dents. Ouais, pas content. Donc, s'il montre ses dents, a priori, c'est pas être très content. Non. Il est détendu. Pas forcément. Ouais. Il a les oreilles en arrière. Hein. Ouais. Il a les oreilles en arrière, oui. Ouais, ça c'est bon. Les oreilles en arrière, il n'est pas content. Ouais. C'est ce qu'on se dit. Hein. Alors, il se trouve que c'est le chat de Matt. Et quand Matt l'a pris en photo, il bâillait. C'est vrai. Et ouais. Donc, du coup, on est bien. Ouais, comme c'est qu'une photo. C'est qu'une photo, donc on n'a pas le contexte. Exactement. Ouais. On peut suggérer plein de choses à partir d'une photo. Exactement. C'est un instantané. C'est ça. On est vraiment sur je prends à un instant T, je fiche des choses et qu'est-ce que ça dit d'avant, qu'est-ce que ça dit d'après. On n'a pas avant, après, voilà. Et on est dans une condition de management, on récupère des vies. Et finalement, on ne connaît pas, on a là, c'est pareil. De quoi est-ce que je parle? Là, question de clarification et de confirmation pendant les feedbacks, il va falloir y aller pour pouvoir aller comprendre. Alors, ensuite, j'adore cette question. À votre avis, combien d'animaux de chaque sexe Moïse a-t-il embarqué sur son arche? Il y a le chat là ou... Combien d'animaux de chaque sexe Moïse a-t-il embarqué sur son arche? Je la connais. Chaque sexe. Oui, mais c'est chaque sexe ou chaque espèce? Des milliers. Chaque espèce ou chaque sexe? Peut-être qu'il y en a deux. Oui, c'est-à-dire. Ah oui, effectivement. Par espèce. Alors, Karine, elle vient déjà de nous dire, c'est pas Noé, c'est Noé. C'est qui? Déjà, c'est Noé, pas Moïse. Oui, tu avais des Moïse dans l'histoire, c'est ça? Ouais. Oui, effectivement. Bah oui. De chaque sexe, Moïse a embarqué sur son arche. Donc, déjà, on a Karine. Bah, c'est pas les sexes, c'est les espèces? Bah oui, là, il y a un sexe par espèce. Non, il y a deux sexes, donc il y a deux animaux de chaque espèce. Oh là là. Non, mais il ne faut pas répondre à la question. On reconnaît qu'il la s'est question, planté. c'est Moïse. Il n'a pas fait monter des animaux dans l'arche. Voilà. Deux. Quand bien même ce serait Noé, il s'est planté sur les licornes. Il a pris 2 mâles. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, voilà les raisons telles qu'elles sont affichées ici, mais en fait, vous allez prendre des mots-clés. Et puis, votre cerveau, hop, il les associe, et puis il imagine, en fait, il va remplir les blancs.
et il va construire en fait une question, une réponse, un contexte. Et en fait, c'est ce que fait notre cerveau. Il ne prend pas tous les mots, il va les agglomérer. En fait, ça, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va le faire en fonction de notre culture. Il y a ceux qui vont effectivement entendre la part un peu plus religieuse, qui en plus ont la connaissance. Et on va se dire, bah, mais l'histoire n'est pas bonne là. On parle de Moïse, c'est pas Moïse, c'est Noé. Donc déjà, j'ai une première dimension. Ceux qui n'ont pas cette culture-là, ils prennent les mots en disant, ok, bon là, Noé, on parle d'animaux, alors Moïse, animaux, puis hop, c'est l'arche de Noé, mais bon, je m'en arrange. Je vais prendre une compréhension globale, en fait. Vraiment, l'idée, c'est de se rendre compte qu'on ne va pas être précis dans la prise en compte de la problématique. Quand on marque dans autre problème, vous reconnaissez immédiatement la religiosité de la question. Si vous avez un paradigme judéo-chrétien, vous percevez l'énigme d'une certaine façon. Déjà, je vais la régler, je vais déjà aller remettre les bons personnages au bon endroit de l'histoire. Si ce n'est pas le cas, je vais aller sur une autre dimension. Je vais essayer effectivement de répondre à la question. Parfois aussi, c'est le fait d'ignorer. Ça va être difficile. On présuppose, on préjuge. On a le biais de se dire, oh, c'est trop compliqué pour moi. Je ne vais pas y arriver. Je ne cherche même pas à regarder la question, en fait. Parce que j'ai trouvé trop complexe pour moi. C'est l'ignorance qui va interférer avec vos suppositions et vos conclusions. Il faut savoir aussi que la connaissance peut faire de même. J'ai très récemment fait conduire un jeu collaboratif. Il y a une personne qui a marqué le fait qu'elle était en connaissance et qu'elle savait. Et elle était tellement persuasive que les autres se sont laissés biaiser en disant, écoute, oui, on est d'accord, vas-y, dis-nous ce qu'il faut. Sauf qu'en fait, il s'était trompé et que ce n'était pas le jeu qu'il connaissait et il a eu tout faux. Donc, et la connaissance et l'ignorance peuvent biaiser. En fait, en gros, il y a tellement de facteurs qui nous induisent en erreur, en fait. En fait, c'est d'où la dangerosité des fake news. Oui, complètement. Exactement. Donc, l'énigme, elle était simple au départ. Donc, les biais sont omniprésents, c'est partout. Donc, au lieu de s'inquiéter du fait que ça peut nous biaiser, il faut réduire les effets négatifs. Revenir, là la question, elle était toute simple, en fait. On s'était mis dans une logique de réduire, compter. Voilà. C'est vraiment nos histoires de bruit aussi, hein, précédemment, sur notre secret précédent. Par les bruits. Clair pour vous? J'avais envie quand même de vous poser la question par rapport justement à tout ce qu'on a vu. J'aimerais qu'on puisse échanger sur comment est-ce qu'on peut faire finalement. Quelles sont, de façon, ce qui m'intéresse, c'est une réponse de votre part qui soit tangible, concrète. C'est-à-dire que moi, au quotidien, dans mon contexte professionnel, peut-être dans ma vie aussi en règle générale, comment je peux faire pour faire en sorte de réduire l'effet des biais? Quelle est la vigilance que je peux avoir? Je veux bien, ou vous utilisez le chat si c'est plus facile, plus vigilant sur ce qui est écrit. Je veux bien répondre. Oui. Moi, je me dis toujours, quand quelqu'un parle, je me dis toujours, et si son intention était positive? Et ouais. Et de fait, même si c'est quelque chose de négatif qui m'arrive dessus, ça me permet déjà de temporiser et puis de me dire, voilà, de chercher le positif chez l'autre, en fait. Alors moi, je te rejoins complètement parce que c'est terrible, hein, mais même dans les pires situations peuvent provenir des meilleures intentions. Complètement d'accord. En exemple concret, pour aller dans ce sens-là, il y a des gens qui sont tellement à la disposition des autres, en fait, ils en proposent trop, et quand ils sont plus disponibles, on se dit, putain, mais il n'y a pas assez de promesses. Mais en fait, au départ, ça partait d'une bonne intention qui était vraiment d'aider et d'être disponible. Un exemple concret, Olivier. Pardon? Tu as un exemple concret ou pas? Un exemple concret, je réfléchis, je te le donne dans une minute.
Ok. Elisa et Arthur, ils ont marqué au quotidien, j'essaie de ne pas toujours prendre les choses personnelles, et comprendre le contexte et la personne en face. Il dit, j'essaie d'avoir une position neutre. Alors, donc on a deux choses. On a la première, de ne pas prendre les choses personnellement pour soi. Il me semble que ça rejoint, alors je ne les ai pas lus, mais j'en ai Les accords Toltec. Exactement. Et c'est vraiment important ça. Notamment, je vais revenir sur, parce que là je sors de 4 jours où j'ai animé une formation sur les feedbacks auprès de managers. Présupposer que la personne manager, elle le fait pour vous embêter. Mais derrière, quelle est son intention? Pourquoi il y a ce comportement-là? Donc, c'est pas contre moi, et c'est peut-être pour une autre raison. Est-ce qu'il y a un autre mantra, une autre vigilance, une autre façon d'être? Oui, moi j'ai tendance à expliquer beaucoup, enfin m'expliquer beaucoup, mais l'envers de la médaille, c'est qu'en expliquant beaucoup, je saoule les gens et les gens n'écoutent pas au bout d'un moment, quoi. Mais je veux toujours expliquer et réexpliquer d'une autre manière pour être sûre d'avoir bien été comprise, qu'il n'y a pas de biais justement, quoi. Alors l'autre façon de redonner la main, parce qu'en fait, celui qui va parler le plus, qui va comprendre le plus, c'est de faire reformuler par l'autre. Et à un moment de se dire, voilà ce que j'ai expliqué, qu'est-ce que toi tu as entendu en fait? Oui, c'est ça, c'est la clarification. J'ai fait une expérience mercredi sur un stand de forum handicap et emploi. Et là, c'est ne pas rester dans la supposition comme ça. J'ai échangé avec une directrice d'une association que j'avais rencontrée il y a 2 ans. Et j'avais passé un très mauvais entretien, enfin, pour moi, de mon point de vue. Et je reparlais de cet entretien. Et elle m'a donné son point de vue. Ouais. Ah ouais, quand même. Ah oui, on est parti sur des choses complètement différentes. Et puis, on a pu se retirer les choses, se dire les choses clairement, et c'était beaucoup plus agréable. Ouais. Je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir se retirer les choses et ne pas rester sur des choses qui ont de mauvais ressentis, sur vraiment de pouvoir réexpliquer clairement et être dans une écoute attentive, en fait. Une chance de pouvoir l'avoir. Et puis, c'est aussi peut-être d'oser aller demander à l'autre comment est-ce qu'il a vécu, même si on se dit, oh là là, moi j'ai l'impression que c'était pas bien. Au pire du pire, elle t'aurait confirmé que ton entretien n'était pas bien. Et là, en l'occurrence, ce qui était bien, c'est qu'elle t'a dit que finalement, tu avais eu des choses intéressantes aussi. J'ai Wendy qui dit se dire que si on avait vécu la vie de la personne en face de soi, on penserait et agirait probablement comme elle. Cette histoire de lunettes aussi, c'est-à-dire des choses qui ne sont jamais si évidentes que ça, mais en fait, finalement, j'adopte sa perspective. Oui, c'est ce que moi j'essaie de faire depuis quelque temps un petit peu. C'est pas toujours facile. Je m'efforce d'entendre vraiment le point de vue de l'autre et me dire c'est son point de vue. C'est comme ça qu'il voit les choses. Et de pas vouloir systématiquement répondre en ping-pong comme si je voulais absolument convaincre l'interlocuteur que oui, d'accord, il a son point de vue, mais c'est quand même le mien qui prévaut. Et de dire, bon, bah d'accord, alors toi, c'est ton point de vue, ok, je l'ai entendu. Bon, déjà, c'est pas mal. Et derrière, de dire, bah, moi, j'ai ce point de vue-là. Maintenant, l'échange peut avoir lieu. Et peut-être que le but de l'échange, c'est pas de convaincre l'autre que l'on a raison. En fait, tu dis quelque chose que Matt souvent préconise dans les secrets du management, c'est ne pas chercher à avoir raison. Et effectivement, tu as raison, en l'occurrence. Et en fait, moi, je me rends compte que ça enlève une relation qui est souvent dans un rapport de force. En fait, il n'y a plus de rapport de force. C'est plus, on est égaux, mais pas du même point de vue. Ouais, ça nous dit aussi qu'il n'y a pas qu'une vérité. Oui. Et qu'en fonction de qui on est et comment on est dans l'instant, on va s'adapter de manière peut-être différente par rapport à notre interlocuteur aussi. Là, il y a Madeleine qui écrit se positionner en candide et questionner pour clarifier ses connaissances ou ses ignorances.
et ainsi corriger ce biais, ses peurs et se rassurer dans sa propre vision. Il y a un côté, je le vois beaucoup en facilitation, en formation, où on croit qu'adopter la posture du je ne sais pas peut nous faire descendre d'un piédestal ou d'un statut, alors qu'en réalité, clairement, ça le renforce. Enfin, peut-être dépendre de certaines situations et de certains contextes, hein, mais c'est accepter aussi, je pense, dans les biais, de ne pas tout prétendre savoir. Et tout à l'heure, Marion, tu parlais des lunettes, de regarder avec des lunettes. Alors moi, je crois beaucoup à la force comme ça, qui se représente. Et quand je suis en entretien et que j'ai l'impression que je suis un peu biaisée, enfin voilà, que j'arrive pas à rester très objective, j'utilise pas mal cette image de me dire, bon, ok, enlève tes lunettes là, tu les poses sur la table et puis tu reprends le cours de l'entretien autrement. Et ça marche plutôt pas mal. Donc, ça veut dire accepter de faire des pauses. En fait, c'est dans ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Ah, tu m'entends pas? Oui. C'est ce que moi j'entends dans ce que tu dis et que je trouve hyper intéressant, c'est accepter de faire des pauses, ne pas se laisser emmener. On parlait tout à l'heure des bruits parasites. Il y a une fuite en avant et hop là, pour l'arrêter, je suis obligée de me poser. Et donc après, il y a toutes les techniques qui vont aller avec, de respirer. Tout à l'heure, vous avez parlé de ping-pong aussi. En disant, je ne réponds pas du tac au tac, j'ai le droit de prendre le temps, de réexaminer la situation pour revoir le contexte. Mais ça veut dire, là, il y a une notion aussi de bienveillance avec soi. En disant, j'ai le droit de changer de vie, en fait. Marion? Yes. Et d'accepter, c'est ce que tu disais au début, qu'effectivement, parfois, on a tous des biais et des préjugés. En fait, de vouloir être parfait, de se les enlever complètement, c'est pas possible. Clairement. Oui, Mathieu, on t'écoute. I want to go back to what you said in the beginning. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit au démarrage. That biases are a necessary part of how we think and engage with the world. Que les biais sont en fait une partie essentielle, une composante essentielle de la manière dont on aborde le monde et qu'on interagit avec lui. We have very concrete definitions of things in our world. On a en fait tous des définitions très concrètes de tout ce qui nous entoure. That are actually not concrete, and it's our biases, our assumptions that make meaning of them. Et en fait, ces définitions-là, elles ne sont pas vraiment concrètes, mais ça va être nos biais et toutes nos présuppositions qui vont donner du sens à ces définitions. So biases are good. Donc les biais sont bons. But they're also insidious. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui est insidieux. And they can actually color our understanding in a very negative way as well. Et en même temps, ils peuvent vraiment teinter notre compréhension d'une manière totalement différente. The way we perceive gender, par exemple, la manière dont on perçoit les genres, race, les origines, les races, age, l'âge, ethnicity, l'ethnicité, economic status, le statut socio-économique, education, l'éducation, and so many others, et plein d'autres domaines, form our thoughts in a way that can actually undermine our relationships. Tout ça, en fait, l'ensemble de tout ça va en fait colorer notre perspective, qui peut en fait changer notre relation avec les personnes. So it's very, very important that we constantly question ourselves. Donc c'est vraiment très important qu'on soit dans un questionnement permanent et une remise en question permanente. And question others. Et aussi questionner les autres. Okay, I'm done. Sorry. Ça y est, c'est tout pour moi. C'est parfait. Et juste pour donner un exemple concret, mon biais, j'ai un biais énorme, mais je le sais, c'est que je pars du principe que dans toute rencontre, il va y avoir une belle opportunité. Des fois, c'est pas vrai. Voilà. Et donc, du coup, tout ce qui est intéressant là, c'est un biais qui m'aide à rencontrer l'autre, à créer des choses, et qui parfois peut aussi me bousculer sur certaines choses. Donc oui, les biais sont nécessaires, c'est une évidence, Nat, et merci de l'avoir reprécisé parce que c'est important. Oh là là, le temps passe tellement vite. Est-ce que vous avez peut-être des retours par rapport à ce qui vient d'être dit?
Oui, non, des compléments. Alors, pour bien respecter notre timing, en fait, voilà ce qu'on va vous proposer. Alors, on vous propose le 4 juin, on va passer une journée à Lyon pour travailler plus spécifiquement. Alors, il y a marqué coaching et feedback. Coaching à l'américaine, c'est-à-dire accompagnement en mode, enfin, c'est feedback en mode coaching, c'est-à-dire comment j'accompagne mes équipes, en fait. C'est dans cette notion-là. Sur une journée sur Lyon, on vous donnera toutes les indications par mail. Vous trouverez tout ça sur le site internet. Et ce sera co-animé, je vous dis pas de bêtises, 4 juin, c'est ça, avec Mathieu Richter, que vous avez vu, qui est notre expert. Et ça vaut vraiment le coup de venir rencontrer. Donc voilà. Et toute l'animation sera extrêmement interactive comme on a l'habitude de l'animer. Mais je vous enverrai plus d'informations assez rapidement. On fait un tarif, alors pour la dimension, un tarif si les personnes s'inscrivent dans les 15 jours qui suivent, pour celles qui ont suivi le webinaire. Tout ça, ça vous sera envoyé, on vous expliquera comment ça fonctionne. Mais c'est en fait dans la continuité de tout ce qu'on s'est dit. C'est une mise en application concrète au quotidien, comment je le mets en œuvre. Voilà pour tout ça. Je vous remercie. On a 2-3 minutes si vous avez envie encore d'échanger ou de poser aussi des questions directement à Mathieu. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, Violaine revient. Voilà, c'est ouvert. On va laisser les micros ouverts peut-être. Si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, on vous enverra le support là qu'on vient de vous montrer pour que vous l'ayez, tout simplement. Des remarques, des questions, des envies, un partage? Oui, Marion, c'est aussi pour préciser que nous enverrons aux participants les articles de notes sur ce sujet et aussi le récapitulatif des 5 conseils qui étaient sur les slides. Ok, super. Et aussi le lien pour la vidéo de notre session aujourd'hui. Ah oui, parce que ça a été en haut, je ne vous l'ai pas dit. C'était enregistré. On espère, oui. Ça a marché. Ok. Ben, merci à vous tous. Moi, je reste en ligne. Je vous laisse partir au fur et à mesure. Voilà, si vous le souhaitez. Mais si vous restez pour continuer à discuter, on est disponible. Voilà. Merci. À bientôt pour la prochaine. Et merci infiniment d'avoir suivi notre premier webinaire. Merci bien. Merci. Ça va, Lia? Coucou Marion. Ouais.